Bonsoir à vous, bienvenue sur Monaco Info. C'est un plaisir de vous retrouver à l'occasion de votre journal. Voici les titres. L'AS Monaco FC connaît ses prochains adversaires en Ligue Europa. Le tirage au sort, vous le verrez, va plutôt en faveur des Rouges et Blancs. Et le prochain test pour les Monégasques sera ce week-end contre le Paris Saint-Germain. L'occasion de découvrir la conférence de presse d'avant-match. Ensuite, notre invité Yvan Gasto abordera l'histoire du club et sa place dans le football français. Nous vous emmènerons également en Italie pour retrouver les joueurs de la Rocca Team qui ont débuté leur stage de pré-saison. Direction ensuite les établissements monégasques pour faire le point sur les travaux réalisés avant la rentrée scolaire. Pour finir, vous découvrirez un reportage assez sûr qui a du chien avec le meilleur ami de l'homme à l'honneur. Je vous le disais donc en titre, le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa s'est déroulé ce vendredi à Istanbul. Monaco est dans la poule H et a bénéficié d'un tirage au sort plutôt clément. Frédéric, bonsoir à vous. Effectivement, Julia, Monaco a été plutôt épargné et affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade, champion de Serbie pour la 5e année consécutive. Les Hongrois de Ferencváros qui ont décroché un 33e sacre national la saison passée. Et Trabzonspor, champion de Turquie pour la première fois depuis 38 ans. Sur le papier, c'est un groupe abordable. Monaco a toutes ses chances de qualification. Les joueurs de Philippe Clément auront 3 déplacements compliqués à négocier dans des ambiances chaudes et hostiles, en Serbie, en Hongrie et en Turquie. Mais l'ASM a les armes pour sortir des poules comme l'an passé. Deux autres équipes françaises participent à la Ligue Europa cette saison, le Stade Rennais qui a terminé 4e de la Ligue 1 et le FC Nantes vainqueur de la Coupe de France. Que s'est-il passé alors pour ces deux équipes ? Rennes et Nantes ont également évité les grosses cylindrées européennes et auront leur carte à jouer dans des groupes assez homogènes. Les Rennais évolueront dans la poule C avec le Dynamo Kiev qui jouera ses matchs à domicile en Pologne en raison de la guerre en Ukraine. Fenerbahçe, vice-champion de Turquie, et les Chypriotes de Larnaca, 3e du dernier championnat. Nantes, qui fait son retour après 18 ans d'absence sur la scène européenne, a hérité d'une poule pas si évidente que cela, avec l'Olympiakos habitué des rendez-vous européens, les Allemands de Fribourg et Karabag, champion d'Azerbaïdjan. Alors il est vrai, Frédéric, que la Ligue Europa n'est pas la Ligue des Champions, mais il y aura tout de même quelques belles affiches. Il n'y a pas vraiment de groupe de la mort, Julia, mais en effet quelques belles affiches à venir avec notamment dans le groupe A, un duel entre Arsenal et le PSV Eindhoven. La Roma et le Betis Séville s'affronteront dans la poule C. Et on regardera aussi la double confrontation entre Manchester United et la Real Sociedad dans le groupe E. Mais avant de se lancer dans la grande aventure européenne avec la Ligue Europa, les Monégasques vont avoir fort à faire ce week-end en se déplaçant sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Avant ce choc, Axel Disasi, le défenseur et vice-capitaine monégasque, s'est présenté en conférence de presse. Les joueurs de l'AS Monaco ne comptent en tout cas pas se laisser impressionner par l'équipe tenante du titre et leader intraitable du championnat. Écoutez. De la peur, non, pas du tout. Comme vous l'avez dit, on voit tous que Paris a très bien commencé son championnat avec des prestations impressionnantes. Donc voilà, à nous d'être concentrés. Voilà, on sait que face à ce genre de joueurs, faut augmenter son niveau et son niveau de concentration et son niveau sur le terrain. Donc non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de quoi être effrayé parce qu'on l'a vu la saison dernière où on a réussi à avoir un résultat face à eux. Le coup d'envoi entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain sera ce dimanche 28 août à 20h45. Nous partons retrouver à présent notre invité. Yvan Gasto est historien du sport et il a réalisé plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le livre « Le football dans nos sociétés ». Bonsoir à vous Yvan. Bonsoir. Alors, première question, évidemment en rapport avec l'actualité et ce tirage au sort de la Ligue Europa. Parlez-nous justement de la place qu'occupe l'AS Monaco en France et plus généralement à l'échelle européenne.
L'AS Monaco est un club très particulier, hein, du fait effectivement que c'est le club qui est inscrit dans la principauté de Monaco, mais c'est un club qui a un des plus beaux palmarès du football français. Hein. Alors il y a eu des hauts et des bas, mais certaines périodes sont des périodes d'une grande richesse et c'est un club qui est beaucoup respecté en France et au-delà, hein, puisque effectivement c'est déroulé aujourd'hui le tirage de la Ligue Europa, c'est un club qui est très connu en Europe. Alors, l'ASM FC a vu le jour en 1924, 98 ans donc. Quels sont les grands moments à retenir de ce quasi-centenaire ? Monaco a commencé à avoir véritablement son stade avec le stade Louis II, l'ancien stade Louis II créé en 1939 et qui a été le point de départ d'une période qui va progressivement mener l'AS Monaco au sommet du championnat de France. Alors, pour le dire rapidement, il y a eu globalement 3 périodes qui ont été très importantes pour Monaco au plus haut niveau du football français. Au début des années 60, lorsque le club, notamment avec le joueur Michel Hidalgo, très célèbre, hein, va réaliser un ensemble de résultats tout à fait performants. Et puis ensuite, dans le contexte des années 78-79, lorsque le club remontant de Division 2 parvient à remporter le championnat de France 1978, tous les amateurs de football s'en souviennent d'une manière tout à fait brillante. Et puis, je dirais, par la suite, les années 90, hein, où le club a connu aussi de très grandes performances. Monaco a eu, même s'il a eu des éclipses, est un club qui a eu de très, très bons résultats et a suscité un grand respect. Vous en avez parlé, vous avez cité notamment Michel Hidalgo, mais c'est vrai, l'AS Monaco FC a été un beau tremplin pour certains joueurs. Je pense en 1998, par exemple, à la génération Barthez, Trezeguet ou encore Henry, et plus récemment, évidemment, on pense à Kylian Mbappé. Vous avez raison de considérer que ce club a été une pépinière de très très grands joueurs. Hein. On peut se rappeler sans doute par exemple la vedette qu'a pu être Bruno Bellone à un certain moment lorsque l'AS Monaco a remporté le championnat en 1982, Manuel Amoros également, et puis effectivement la génération Henry, Trezeguet, Petit, qu'on se plaisait à aller voir lorsqu'ils jouent en réserve et qui ont éclos à Monaco avec des carrières tout à fait exceptionnelles. Et puis bien sûr Kylian Mbappé en 2015-2016 continue de montrer que ce club a aussi une vocation formatrice qui n'est absolument pas contestable. Donc, c'est les deux aspects, c'est l'apanage d'un club important. On peut voir d'ailleurs des supporters monégasques un petit peu de partout en France, preuve que le club possède, vous l'avez dit, mais une vraie identité. L'AS Monaco est un des clubs qui a le plus de supporters ailleurs, hein, dans toutes les villes. Et chaque fois que l'AS Monaco se déplace, comme ce sera le cas encore à Paris dimanche prochain, il y a beaucoup de supporters qui viennent assister aux rencontres et se montrent très fidèles à ce club, y compris d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux jusqu'au bout du monde. Hein. Il est faux de dire que l'AS Monaco n'est pas un club supporté, c'est un club qui est sans doute apprécié aussi par rapport à ce qui peut être considéré comme sa tradition. Hein. Le club a toujours eu cette ambition d'être un club plaisant à voir jouer et c'est souvent le cas. Yvan, vous êtes historien du sport. Parmi vos ouvrages sur le sport, vous avez réalisé sous la direction de Stéphane Mourlan ce livre intitulé « Le football dans nos sociétés ». Quelles conclusions vous avez justement tirées? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous en parler un petit peu? Le football, oui, est un enjeu de société pour plusieurs raisons. C'est à la fois une pratique qui peut rassembler, hein, effectivement, qui peut diviser aussi, mais qui surtout peut rassembler, qui peut aussi susciter des mobilisations politiques et géopolitiques, qui peut provoquer également tout un ensemble de souvenirs communs. Hein, et je crois que ça, c'est un élément qui est important. Le football est un des meilleurs agents diplomatiques. Il faut voir la Coupe du Monde au Qatar cette année, qui est décriée ou pas, hein, et va être un centre des regards médiatiques de la planète entière. Et concernant votre ouvrage, Le métissage par le foot, l'intégration, mais jusqu'où? Il date de 2008. Les choses ont-elles changé aujourd'hui, Yvan? Quand je parle de métissage, c'est la rencontre interculturelle à différents niveaux. La rencontre interculturelle est déjà dans l'affrontement. Hein. Lorsque Monaco va se déplacer à Ferencvaros, à l'Étoile Rouge de Belgrade ou à Trabzonspor, on en saura plus peut-être, on aura des éléments sur la Turquie, sur la Hongrie ou sur la Serbie, mais aussi à l'intérieur des équipes. On le voit aussi à l'AS Monaco, l'importance que peuvent avoir les relations interculturelles. De quelle langue parle-t-on quand on est en entraînement? Quelle langue emploie Philippe Clément lorsqu'il doit rassembler tous ses joueurs? Est-ce que l'anglais est de mise? Est-ce qu'on parle espagnol? Est-ce qu'on parle français? Bon, voilà, on voit
voit que le football ramène à tout un ensemble de possibilités de fabriquer des identités plurielles. Alors c'est un élément qui parfois peut dériver dans des formes de rejet lorsque les supporterismes dérivent, mais globalement le football permet quand même de favoriser la rencontre interculturelle à différents niveaux, et ça il faut le défendre, et il faut peut-être s'en féliciter aussi. Merci beaucoup à vous, Yvan Gastaud, d'avoir partagé votre savoir sur le sport et plus précisément sur le football à Monaco. Merci à vous. Nous continuons cette page sport avec la préparation pour la saison 2022-2023 de la Rocca Team. Elle a débuté ce jeudi avec le stage de pré-saison à Bormio en Italie. Une première étape, c'est vrai, charnière pour retrouver une bonne condition physique et développer une alchimie collective. Yannick Debever et Olivier Bonello vous font vivre au plus près cette préparation. Des sourires qui traduisent un plaisir. Les Rocca Boys sont de retour au travail à Bormio où ils ont entamé leur stage de pré-saison. Une préparation écourtée d'une semaine par rapport aux années précédentes qui oblige les préparateurs physiques à monter plus vite en intensité. I'm in pretty good shape. I spent the summer in Miami working out, doing some conditioning, doing some weightlifting and some individual skill work. So, I'm coming here, feeling pretty good, ready to get going. On avait déjà un suivi en off-saison. Il fallait déjà qu'on suive les joueurs depuis le mois de juillet, savoir ce qu'ils faisaient pour qu'ils arrivent plus tôt en forme, en tout cas en forme individuelle. Et là, il faut construire une forme collective. Avec un adjoint, un kiné, un docteur et un intendant supplémentaire, le staff de la Rocca Team s'est étoffé, tout comme l'effectif. L'équipe compte 7 nouvelles recrues et si Elio Kobo est occupé avec l'équipe de France, les 6 autres petits nouveaux sont bien là pour montrer ce qu'ils valent et s'intégrer au plus vite dans une équipe très prometteuse. Sur le papier, ça peut être très fort, que voilà, si on arrive à faire tous quelques sacrifices pour arriver à être bon collectivement, on peut faire de grandes choses cette année. We're already building chemistry off the court as it is already, with team dinners and things like that. So, we're excited for the opportunity. We know what we got ahead of us. And we're embracing the challenge ahead, for sure. La reprise de la compétition se fera le 24 septembre avec la première journée de Betclic Elite face à Nanterre. La Rocca Team a donc un mois pour se mettre en route et faire d'éventuels ajustements dans l'effectif. I think we will be very competitive comparing with the previous year team, and I think we have a quality plus. The preparation will show us if we miss something, if we should add something, do something, we will know this with this practice. À Bormio jusqu'au 1er septembre, la Rocca Team s'envolera ensuite vers la Sardaigne pour le premier tournoi amical de pré-saison. La rentrée des classes n'est pas que pour les joueurs de la Rocca Team, pour les enfants et les parents, elle arrive aussi à grands pas. Et il est vrai qu'elle est souvent synonyme de stress. Chaque année, durant l'été, des travaux sont réalisés avant le retour des élèves dans les établissements. Regardez ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Julien Logier. À 10 jours de la rentrée scolaire en principauté, c'est déjà l'effervescence dans certains établissements. Afin d'accueillir les élèves dans des conditions optimales, de nombreux travaux sont effectués comme chaque été, notamment du côté de l'école FANB où 440 enfants sont attendus pour la rentrée. Cette année, nous avons essentiellement fait des mises aux normes PMR pour les personnes à mobilité réduite en remplaçant l'ascenseur et en créant des sanitaires plus spacieux. Ces travaux ont débuté début juillet et se sont terminés fin août. Et une pergola a également été fabriquée et posée sur la toiture terrasse du R+2 afin d'avoir une zone d'ombre pour les élèves. Certaines classes ont été repeintes. Les travaux concernant le nouvel ascenseur seront terminés en décembre. De l'autre côté de la rue, au lycée Albert Ier, plusieurs aménagements ont également été réalisés. Au lycée Albert Ier, nous avons fait 2 types de travaux différents. Un premier volet qui sont des travaux de logistique, de gros entretiens généraux. C'est-à-dire on a fait de la rénovation de toilettes, on a réorganisé les sous-sols, on a rénové les vestiaires du personnel. Et le deuxième volet, plus sur la transition énergétique. Donc on a isolé thermiquement la toiture du self et posé des panneaux photovoltaïques en toiture qui sont de la même couleur que les tuiles. Il y a une vraie volonté de la part du gouvernement d'équiper les toitures bien exposées des établissements scolaires de panneaux photovoltaïques. On en retrouve à l'école FANB, au lycée Albert Ier, mais aussi à l'école Saint-Charles avec une surface de 412 mètres carrés qui permet de produire environ 15% des besoins électriques de l'établissement.
La direction de l'habitat fait connaître aux personnes de nationalité monégasque intéressées par la location d'appartements domaniaux qu'elles peuvent, à compter du lundi 29 août, déposer leur dossier de demande en ligne. Sont concernés les bâtiments testimoniaux de Bis, Palais Honoria, Surélévation Mélèze et d'autres logements également disponibles. Vous pouvez effectuer les démarches directement en ligne sur le portail du gouvernement ou en remplissant un formulaire disponible auprès de l'accueil de la direction de l'habitat. Les dossiers doivent être restitués complets au plus tard le vendredi 23 septembre à 17 h. Attention, les envois par la poste à cette date ne seront pas valides. Une information pratique à vous communiquer à présent, le service des titres de circulation sera exceptionnellement fermé au public le mardi 30 août prochain. Des travaux de rénovation vont y être réalisés. Le service sera de nouveau ouvert au public dès le lendemain, soit le mercredi 31 août. Ce vendredi 26 août marque aussi la journée mondiale des chiens. Ils sont les compagnons d'une vie et pour leur faire plaisir, les méthodes ne manquent pas. Alors comment prendre soin au mieux de nos chiens? La réponse tout de suite avec Sarah Monnier, Alexandra Marangoni et Louis Bordia. Rien n'est trop beau pour nos compagnons à quatre pattes. Créés par le Fonds international de la protection des animaux, cette journée garantit la protection de leurs droits. Et pour en prendre soin, rien de mieux qu'une bonne séance chez le toiletteur. Chez Pets Only, on renouvelle le genre. On a beaucoup de différents soins. On fait l'ozonothérapie, on fait des soins avec l'argile verte pour les bien-être de la peau. Pas seulement les poils, mais sur la peau, vraiment. Un chien, ça s'entretient. Même au niveau des shampoings, on a des shampoings naturels. C'est de chez Special One. Donc voilà, on fait attention aussi à la peau et aux poils du chien. Voilà. Puis tout dépend aussi de la race. La balnéothérapie, moi personnellement j'ai un bulldog et il fait énormément de problèmes de peau. C'est-à-dire qu'il il se gratte énormément, il a beaucoup de démangeaisons. Et là, avec la balnéo, c'est bien parce qu'il y a l'ozone dedans. Et l'ozone, c'est un désinfectant et c'est très très bien pour la peau du chien. Outre l'aspect esthétique, le toilettage reste un moment important pour leur santé. Couper les griffes, nettoyer les yeux et les oreilles sont les étapes d'une séance réussie et servent à prévenir certaines maladies. C'est important d'abord parce qu'on y vit avec nous. Donc pour la maison, on est content quand même d'avoir un chien en bonne santé, propre, etc. Et puis après, c'est important, on vend beaucoup de brosses, de peignes, de produits d'entretien, shampoing, spray démêlant, etc. Parce que quand on a un chien à poil long ou mi-long, c'est très important de bien l'entretenir. Pour la santé du chien, la peau respire mieux. Quand il marche, il n'a pas les poils qui tirent parce qu'il y a des nœuds à droite et à gauche. Et puis, il ne se met pas non plus toutes les herbes possibles et imaginables quand il va se promener, que ce soit à la campagne ou même en ville, où il y a parfois des petites choses, des petites aiguilles de pin ou des choses comme ça qui peuvent se mettre dans les poils et ensuite risquer de blesser le chien. Si votre chien n'est pas familier des toiletteurs, il est toujours possible de vous en occuper. Si vous venez d'adopter un chiot, il est conseillé d'amener votre animal dès son plus jeune âge, car le toilettage reste aussi un moment de sociabilisation. Au revoir! Nous avons débuté ce journal avec Frédéric Elion et nous allons le refermer avec lui à l'occasion de la météo. Frédéric, je crois que le temps sera plutôt mitigé pour ce dernier week-end d'août. Effectivement, Julia, la journée de samedi sera partagée entre de belles éclaircies, notamment le matin, et des passages nuageux. Le ciel va se couvrir dès la mi-journée avec une évolution orageuse possible et des risques d'averses. Les températures seront comprises entre 22 et 28 degrés. Samedi 27 août, bonne fête à toutes les Moniques. Nous clôturons ce journal avec des photos de Michael Alési qui est lui aussi à Bormio au cœur du stage de pré-saison de la Roca Team. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment demain, mais en attendant, passez une très belle soirée sur Monaco Info. À très vite.